par l'historique de ce projet qui a été lancé en 2018. Alors avant d'en parler avec Christelle, on va vous partager une vidéo avec notamment les réunions d'équipe qui ont été faites depuis ces 2 ans. Je reçois donc maintenant Christelle Tintillet, qui est directrice du Centre socio-culturel intercommunal du Queulier. Bonjour Christelle. Bonjour Louise. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous rappeler le but d'un centre social, ce que vous faites tous les 6? Alors les centres sociaux portent des projets d'animation de la vie sociale. Ces projets se construisent avec les habitants, les bénévoles, les acteurs et les partenaires de son territoire. En s'efforçant d'identifier les besoins des habitants, ils sont en perpétuelle évolution. Les centres sociaux sont notamment sensibles aux usages du numérique. Ils accompagnent les habitants pour leur faciliter leur pouvoir d'agir. L'idée, c'est de leur permettre d'être autonomes dans leur démarche et faciliter leur accès aux droits. Donc on peut prendre l'exemple de ton centre social à Uquelier. Est-ce que tu pourrais nous le présenter en quelques mots? Oui, donc le CSCI est une association qui a été créée en octobre 2012. Ça a été le premier centre social intercommunal en milieu rural dans le Pas-de-Calais. Il intervient sur un territoire de 24 communes. On est conventionné donc avec la communauté de communes du Haut-Pays du Montreuil, la Caisse d'allocation familiale et la MSA, Mutualité sociale agricole, du Nord Pas-de-Calais. Alors on va faire un petit rappel de l'historique. Comment cette dynamique est née entre les centres sociaux et la MSA? Alors la MSA, la Mutualité sociale agricole et la Fédération des centres sociaux du Nord-Pas-de-Calais animent depuis 2012 des temps entre centres sociaux afin d'échanger sur des thématiques. Ces temps permettent de mettre en évidence des problématiques communes et aux structures d'apprendre à se connaître au sein d'un réseau structuré. Et pourquoi ces 6 centres ont donc été choisis? Alors le collectif des 6 centres sociaux connectés en territoires ruraux du Nord-Pas-de-Calais est né des diverses rencontres qui sont menées depuis 2011. La ruralité est une spécificité dans nos projets qui nous amène à échanger sur nos façons de travailler. Effectivement, nous avons souvent des territoires très étendus qui nous amènent des difficultés de mobilité, de communication. Et malgré tout, nous avons des habitants qui sont en demande de services et d'accès et qui cherchent bien sûr du lien social. Par exemple, Au centre social du Queulier, par exemple Oui, on met en place des ateliers numériques depuis la création en 2012. Et un appel à projet de la MSA en 2017 nous a permis de développer ces ateliers en pouvant recruter un animateur dédié au numérique. Et pour terminer, pourquoi vous avez répondu favorablement à cet appel à projet de la MSA? Parce que la thématique en 2016 des rencontres que j'évoquais tout à l'heure entre la MSA et la Fédération des centres sociaux portait sur les ruraux et le numérique. Nous avons pu partager des expériences nationales qui avaient été menées sur des territoires ruraux. Du coup, dès 2017, quand la MSA a lancé un appel à projet, les 6 centres sociaux ont répondu individuellement pour développer le numérique au sein de leurs centres sociaux. Et dès 2018, c'est collectivement que les 6 centres sociaux ont répondu à l'appel à projet, dans l'idée de toujours accompagner bien sûr les habitants dans leur démarche autour du numérique. Merci beaucoup Christelle. On va donc passer à l'étape suivante dans ce live. Vous expliquer les outils qui ont été mis en place et surtout la plus-value de cette mise en place
de ces différents outils avec ces 6 centres sociaux. Je reçois donc maintenant Hélène Castro, directrice du centre social famille rurale de Wallincourt. Bonjour Hélène. Bonjour Louise. Alors qu'est-ce qu'on va découvrir dans cette vidéo? Alors dans cette vidéo, nous allons vous présenter les plus-values concernant ce projet centres sociaux connectés en territoires ruraux. Nous avons travaillé, on a testé durant ces 2 dernières années différents outils de partage et de collaboration avec plusieurs personnes, avec nos équipes, nos bénévoles, nos administrateurs et nos adhérents. Donc vous allez découvrir notre quotidien au sein de nos 6 structures rurales délocalisées sur plusieurs communes. Et comment elle a été réalisée? Alors cette vidéo, elle a été réalisée en collaboration avec toutes nos équipes, toutes les structures, les 6 structures. Et donc nous avons filmé notre quotidien pour vous présenter ce projet numérique. Alors avant de regarder la vidéo, je fais un petit peu dans le désordre. J'ai oublié de demander de présenter ton centre social à Wallincourt-Selvigny en quelques mots. Oui, donc nous, centre social famille rurale, on intervient sur 6 communes, donc dans le Cambrésis. Donc Wallincourt-Selvigny et ses alentours, on touche environ 6000 habitants et nous avons un agrément centre social depuis 2011. Merci Hélène, je vous laisse donc regarder cette vidéo. Bon visionnage à vous. Paiement sans contact, mailing, envoi de SMS groupés, agenda partagé pour la réservation des salles, la prise de rendez-vous ou la gestion des véhicules, ou encore logiciel de création. Avant, elle n'était pas dans le numérique, mais aujourd'hui Nathalie apprécie le gain de temps que cela lui apporte. Grâce aux documents collaboratifs, elle est certaine d'avoir toutes les informations pour créer les plannings et orienter les adhérents. Les documents partagés permettent à Élise de croiser les informations avec ses collègues, car étant sur plusieurs lieux, comme la micro-crèche ou le RAM, elle n'est pas au quotidien au bureau. Depuis le premier confinement, Élise utilise le logiciel Jitsi pour faire des visios avec les nounous et cela lui permet de garder le lien. L'outil gestion de projet créé par l'équipe numérique de la JR est devenu pour Marine un outil indispensable. Ce tableau collaboratif lui permet de ne rien oublier et d'avoir une vue d'ensemble grâce à l'échéancier et à l'attribution de missions. Marine utilise aussi beaucoup les SMS et Snap pour communiquer rapidement avec les ados. Pour Simon, les outils collaboratifs lui ont permis de partager ses ressources avec les adhérents. Le site internet lui a permis de réaliser des jeux, sondages et formulaires pour le secteur enfance et jeunesse. Une nouvelle forme d'animation interactive, mais aussi de communication directe. Hélène accompagne l'équipe vers la transition numérique, propose et met en place des solutions pour la communication interne et externe. Création de documents collaboratifs et automatisés, dynamisation et optimisation du site et de l'application, en veille, elle oriente, conseille et forme les collègues pour optimiser leur quotidien grâce au numérique, et travaille en parallèle sur la recherche des projets innovants à mettre en place en milieu rural. Émilie est convaincue de l'apport du numérique dans notre projet associatif dès 2009-2010. Permettre aux habitants des villages de rester eux aussi au contact des services et de leur cercle social avec les forums Les Samedis numériques, les ateliers tablettes numériques hors les murs, les permanences e-admin. Et demain, le souhait que le centre social devienne un lieu ressources numériques rurales avec des partenariats favorisant l'inscription de la dimension numérique dans le droit commun. Un lieu contribuant à un accès généralisé des habitants au numérique. Alors, je suis Martine Briguet, animatrice numérique au Centre social et culturel de Landrecies. J'utilise un outil collaboratif partagé qui se nomme Tracim. Il me permet de compléter une base de données afin d'inscrire les participants à la prestation numérique. Et bien, fini la programmation de réunion avec toutes les difficultés à réunir tous les partenaires, de trouver un lieu, un horaire qui convienne à tous. C'est une mise en commun instantanée d'informations. Cet outil collaboratif permet d'échanger des documents, de les compléter en temps réel. Les outils ainsi créés sont immédiatement disponibles par tous les utilisateurs. Les partenaires sociaux qui proposent aux habitants du territoire de bénéficier de séances numériques les inscrivent sur la même base de données, ce qui évite les doublons. De même,
Plus d'appels téléphoniques pour les questionnements et les difficultés. Une messagerie instantanée est rattachée à Tracim. Je gagne en temps, en efficacité et en efficience dans mon travail. Bonjour, je suis Hélène Blas, je suis responsable famille adulte insertion au centre social de Landrecies. Alors mes outils, j'utilise beaucoup donc le WeTransfer parce que j'utilise beaucoup la vidéo, surtout en période de confinement, pour permettre de garder le lien avec les familles. Donc j'utilise beaucoup pour faire des vidéos théâtre et eux aussi me renvoient en fait leurs petites imitations ou leurs petits exercices théâtre qui jouent chez eux. Donc ça permet vraiment de garder le lien et de promouvoir en fait le projet. Et ensuite, on utilise aussi j'utilise beaucoup Zoom pour permettre en fait d'être, que ce soit chez moi ou avec d'autres personnes, de suivre par exemple des formations, ça m'apporte beaucoup, et surtout aussi des accompagnements dans lesquels on a perdu justement, que c'était compliqué de pouvoir se voir et ça permet de débloquer les situations. Bonjour, je m'appelle Esteban Mandé, je suis animateur de liaison vers un territoire zéro jeune invisible en Sambre-Avesnois. Alors je vais vous présenter les outils numériques que j'utilise lors de mon travail. Donc tout d'abord on a les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Snapchat. Facebook nous l'utilisons surtout pour les gros messages, pour toucher un maximum de personnes et aussi pour utiliser la messagerie Messenger. Instagram on l'utilise surtout pour partager les photos lorsque l'on fait des événements. Et donc Snapchat on l'utilise pour des messages rapides avec les jeunes que l'on suit, donc les jeunes qui ont entre 15 et 29 ans. Nous utilisons aussi Google Drive qui permet d'envoyer des fichiers, de transférer des fichiers rapidement à nos collègues, donc entre nous et en toute simplicité. Le numérique s'est développé au sein du centre socio-culturel intercommunal d'Uquelier et environ en 2017, suite à un appel à projet numérique de la MSA. Après avoir identifié les besoins et les problématiques des habitants, l'objectif de cet appel à projet a été de faciliter l'accès aux outils numériques et à leurs différentes utilisations pour tous. Donc pour parvenir à répondre aux besoins identifiés et impulser une dynamique numérique, un espace public numérique a été mis en place dans les locaux du CSCI. C'est un espace qui propose des ateliers collectifs, de l'accompagnement individuel et un accès aux outils numériques pour tous. Des partenariats avec des structures du territoire sont également mis en place pour toucher un maximum de public. Et en plus d'accompagner les habitants, le CSCI a inclus dans son projet social la sensibilisation des habitants aux bons usages du numérique. Donc, différentes actions sont mises en place pour y parvenir. Par exemple, le projet Fonds publics et territoires de la CAF du Pas-de-Calais avec les jeunes, ou un projet autour des écrans avec les familles, une sensibilisation lors de la semaine de la parentalité. Dans l'objectif de pérenniser la dynamique numérique et d'évoluer, l'association CSCI s'est investie dans le collectif Centres sociaux connectés en territoires ruraux. La démarche a permis à l'équipe d'acquérir de nouvelles pratiques professionnelles. La communication entre les salariés est devenue plus participative et interactive grâce à des outils qui s'adaptent aux moyens de la structure. Ils ont été découverts lors des temps de rencontre entre centres sociaux. Cela se traduit aussi par un gain de temps et de visibilité dans l'organisation du travail de chaque membre de l'équipe. Jusqu'à présent, nous utilisions Gmail et un serveur commun et depuis, nous développons l'utilisation d'outils collaboratifs tels que Slack, le Drive, TeamViewer et tout autre outil facilitant le quotidien. En plus d'avoir un lien différent avec le numérique en interne, les pratiques ont également évolué avec les habitants. Le partage d'informations, la mise en avant des initiatives, le maintien du lien social à distance se fait grâce à des outils accessibles à tous tels que Zoom, les padlets, Android Message, l'envoi de mails, la création de vidéos et la présence sur différents réseaux sociaux. Le CSCI est également visible auprès des habitants grâce au référencement de la structure sur différentes plateformes, telles que Promeneur du Net, Digitalis-Centre ou Les Bons Clics. Cette nouvelle forme de lien, appuyée par l'espace numérique pour rendre autonome un plus grand nombre de personnes, a permis de dédramatiser l'outil et d'ouvrir les habitants à de nouvelles choses, peu importe l'âge ou l'équipement à la maison. Cette évolution des pratiques et ces initiatives ont été possibles grâce au collectif des centres sociaux connectés en territoires ruraux. Le partage des problématiques liées au territoire rural et l'échange de pratiques avec les 6 centres sociaux que compose le collectif ont permis d'évoluer.
Le soutien de la Fédération des centres sociaux Nord-Pas-de-Calais et du chargé du numérique nous a permis de répondre à nos besoins et de faire de l'association CSCI un centre numérisé, dynamique et accessible auprès de nos habitants. Les appels à projets numériques de la MSA et de la région ont permis à la MJEP d'Isbergues de conforter l'arrivée de Tristan, notre animateur numérique. Depuis 2 ans, Tristan a mis en place différents outils dans notre structure qui ont permis aux salariés de communiquer plus facilement et plus rapidement avec la mise en route de Slack, messagerie instantanée, d'organiser la gestion des salles avec l'agenda partagé, d'apporter une meilleure coordination de l'équipe grâce à la mise en place de documents partagés afin de permettre à tout à chacun de s'impliquer dans la conception de projets. Durant le confinement, la visioconférence avec Jitsi a permis de garder un lien régulier entre salariés et de continuer à se coordonner pour monter des projets. Et tout cela dans la bonne humeur. Durant cette période particulière, nous avons également développé la vidéo. D'une part, pour présenter nos activités de manière dynamique et attractive. D'autre part, pour maintenir nos activités à distance et ainsi trouver une autre alternative au présentiel. Pour garder le contact avec nos adhérents en 2020, les salariés ont utilisé un bon nombre d'outils. Facebook, Messenger, Snapchat pour communiquer avec les ados ou encore Sendiblu pour l'envoi de newsletters. Chacun des salariés a été formé sur les outils mis en place. Depuis 2 ans, Tristan anime des initiations informatiques, des ateliers thématiques et des dépannages informatiques. Il a développé ces ateliers, notamment les assurant en hors les murs. C'est par exemple le cas pour les seniors à la résidence autonomie. Il intervient également dans les ateliers réguliers de la MJEP pour sensibiliser les familles aux écrans ou au contrôle parental ou lors de formations pour développer les compétences de nos stagiaires. Il accompagne nos bénévoles pour faciliter leur communication. Grand passionné, Tristan a contribué à développer l'éventail de nos ateliers en partageant ses jouets avec nos différents publics. Imprimante 3D, découpeuse numérique, montage vidéo et fond vert pour les enfants de l'accompagnement à la scolarité, casque à réalité virtuelle, simulation de conduite, bel outil pour les stagiaires en formation permis de conduire. N'oublions pas la mise en place de la borne à l'accueil de la MJEP qui a permis à nos adhérents de venir chercher un accompagnement pour réaliser leurs démarches administratives. Nous avons développé l'utilisation de Facebook depuis l'acquisition des smartphones. D'ailleurs, l'application Messenger est également un outil qu'on utilise quotidiennement pour interagir avec les adolescents. Dans le cadre d'un accueil collectif de mineurs, nous avons accueilli Monsieur Alex, youtubeur, pour aborder et échanger sur l'usage des multimédias, des outils numériques auprès des adolescents. Un groupe d'adolescents a créé un jeu d'enquête interactif intitulé Le mystère de Carmel. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet. Lors des ateliers parents-ados, création d'un roman photo, nous avons échangé avec les parents et les adolescents sur l'utilisation des applications et aussi des réseaux sociaux. Depuis 2013, le Centre socio-culturel propose des ateliers d'initiation informatique à destination du public adulte senior. Dès 2018, face à une augmentation des inscriptions sur les ateliers numériques, animés par un bénévole, ils ont été renforcés en 2018 par l'arrivée d'un prestataire sur ces différents ateliers informatiques. En 2019, grâce à l'arrivée d'un service civique, nous avons pu proposer différents temps d'initiation et de sensibilisation. Des temps d'échange autour de la prévention des réseaux sociaux, mais on a également proposé des micro-sessions de formation qui correspondaient vraiment aux besoins et aux attentes des participants. À la fin des sessions, les participants ont pu repartir avec un PC à moindre coût. Aujourd'hui, on constate que les besoins ont beaucoup évolué. Il y a quelques années en arrière, on était plus sur des aspects un petit peu bureautiques, Word, Excel, qu'aujourd'hui, on est plus sur l'utilisation des réseaux sociaux, la création d'adresses mail ou l'utilisation des différents supports de médias. Grâce à Julien, notre animateur numérique qui vient d'intégrer l'équipe, nous espérons aujourd'hui encore être plus présents au niveau des adhérents. Nous avons créé
et mis en ligne un site internet depuis 2008. Cela nous a permis d'être présents très rapidement sur la toile et de poser la structure dans le numérique. 4 ans plus tard, on a créé 2 pages Facebook, dont l'une spécifiquement dédiée à la jeunesse. Grâce à ce réseau social, nous pouvons diffuser l'ensemble de notre communication et ça nous permet aussi d'échanger avec le public. Avec les derniers événements, ces réseaux sociaux se sont encore plus développés. Nous y diffusons des photos, des vidéos et cela nous permet notamment de garder le lien avec le public et nos adhérents. Aujourd'hui, nous avons un nouveau site internet, plus complet, plus intuitif et plus facile à mettre à jour. Et demain, le public pourra recevoir nos informations directement par notification sur leur smartphone. On va arriver à ce que l'on souhaitait, un centre social dans la poche de nos adhérents. Bonjour Brigitte. Ça va? Ça va et toi? Oui, écoute, ça va. Dis, j'ai eu un appel de Liliane. Ah, comment elle va? Bah écoute, elle va, bon, comme d'habitude, tu sais. Mais elle aurait besoin d'un accompagnement pour Intermarché. Est-ce qu'il y a un créneau de libre pour un véhicule? Ah, bon, bah attends, je vais regarder dans l'agenda. Demain matin, c'est disponible. Ouais, je te le réserve. Ok, à vers 9h midi. 9h midi, oui, ça peut le faire. Hop. Ok, donc je vais pouvoir l'appeler. Donc comme ça, je vais enregistrer dans l'agenda Gmail comme quoi tu accompagnes Liliane. Et puis demain, tu peux venir chercher le véhicule, il n'y a pas de souci. Ok, je vais l'appeler. Voilà, je te remercie Brigitte. Bonne journée. Nous sommes éclatés sur 6 communes du territoire. Toute l'équipe travaille au quotidien sur des lieux différents. L'utilisation des outils comme l'agenda partagé et les documents collaboratifs nous permettent d'avoir la visibilité sur ce que font les collègues, mais aussi de travailler en même temps sur un même document. Il nous est maintenant possible de renseigner les adhérents sur l'emploi du temps de tous les salariés et ainsi faciliter la prise de rendez-vous. Nous utilisons également Hangout, un chat en ligne, qui nous permet de fluidifier nos échanges, ce qui évite d'utiliser le téléphone et de surcharger nos boîtes mail. Cet outil est utile pour des échanges plus rapides. Les mails sont réservés à des échanges plus conventionnels. Nous étions réticents au départ, mais finalement, cela permet de développer les points importants dès que nous prenons un temps de travail ensemble et cela n'a en rien affecté nos liens professionnels. L'utilisation de ces outils me permet de rester en contact avec mes collègues tout en travaillant sur un site différent et situé à plusieurs kilomètres du centre social. Merci à tous ceux qui ont contribué à cette vidéo. Merci à vous aussi pour les questions que vous posez déjà sur Zoom et sur Facebook. Vous inquiétez pas, on va y répondre juste à la fin de ce live. Avant ça, on va parler en détail de 2 outils qui ont été mis en place. D'abord, l'appli SMS. C'est pour ça que je reçois Yves Nives, directeur du centre social AJR de Noyelles-sur-Escaut. Bonjour Yves. Bonjour Louise. Alors, comme tout le monde, est-ce que d'abord tu pourrais présenter en quelques mots ton centre social? Oui, c'est un centre social qui est implanté autour de la communauté d'agglo de Cambrai, qui touche 13 communes rurales, ça fait à peu près 7200 habitants, et nous sommes agréés depuis fin 2011, voilà, en centre social. Alors pourquoi ces 6 centres sociaux, vous avez décidé de travailler sur cette appli SMS? En fait, ça veut dire d'un constat, c'est que les emails ne marchaient pas forcément bien et qu'on voulait trouver une autre solution pour pouvoir contacter les adhérents, mais aussi permettre aux adhérents de pouvoir faire des rappels sur des rendez-vous notamment, pour ceux qui étaient bénéficiaires du RSA, parce que certains oubliaient leur rendez-vous. Voilà. Donc on voulait trouver une autre solution. On s'est inspiré de l'expérience des centres sociaux connectés lillois, qui avaient commencé à tester quelque chose, et on s'est dit c'est l'occasion d'aller plus loin aussi, et puis de reprendre le flambeau, et puis continuer à expérimenter des outils. Et comment vous les avez choisis, ces applis? Je crois que vous en avez testé plusieurs. On en a retenu 5 au final, mais il y en avait à peu près une dizaine qu'on avait repérées.
Et puis on s'est partagé la tâche, voilà, sur tel centre utilise telle appli, tel outil, et puis on se voyait régulièrement pour faire le point. Et avant d'en dire plus dans une vidéo, à quoi ça vous sert précisément cette appli SMS? Ça permet d'améliorer la diffusion de l'information entre le centre social et les publics, et entre les publics et le centre social. C'est plus réactif, puisque la plupart des adhérents ou des usagers ont un téléphone portable, et le SMS n'a pas besoin d'avoir de données mobiles, donc pas un forfait imposant pour pouvoir communiquer. C'est assez réactif. Et puis, ça permet aussi d'améliorer le suivi et l'accompagnement du public, notamment les plus fragiles dans l'organisation des rendez-vous. Un rendez-vous santé, rendez-vous RSA ou autre. Voilà. Merci Yves. On vous dit donc tout ça en détail dans une vidéo que tous les centres sociaux ont préparée. On vous laisse regarder cette vidéo. On se retrouve juste après. Au centre social AJR, nous avons testé la solution Raspi SMS sur Raspberry. Il s'agit d'une application web destinée à être installée sur une Raspberry Pi. C'est un micro-PC format carte de crédit connecté à un modem compatible. Raspi SMS se base sur un logiciel développé en langage PHP que l'on peut personnaliser via un développement spécifique selon ses besoins. Le Raspberry permet de gérer des contacts et des groupes, envoyer des SMS par internet depuis n'importe quel ordinateur et de consulter les SMS reçus, programmer l'envoi de SMS, gérer des commandes d'envoi ou configurations personnalisées à partir d'un développement programmé en amont. Une fois connecté à notre tableau de bord, nous avons directement accès à nos contacts et nos groupes, avec bien sûr la possibilité d'en créer, programmer nos SMS, mais également consulter nos discussions. Le Raspi SMS utilise une interface web très simple d'utilisation et possède de nombreux avantages. Cependant, la configuration et le développement pour la mise en place et la programmation est très complexe. Le serveur Raspi SMS n'est donc pas encore proposé comme une solution, mais plutôt encore en projet qui doit d'abord être stabilisé dans le développement. Notre deuxième solution est le Foxbox SMS. Il s'agit d'une passerelle réseau basée sur une architecture Linux utilisée pour envoyer et recevoir des SMS et MMS. Contrairement au Raspi SMS, celui-ci arrive assemblé, il y a juste à lui adresser une adresse IP. Le Foxbox permet de avoir une gestion avancée du répertoire de contacts, gestion multi-utilisateur avancée avec une mise en file d'attente séparée, diffusion de SMS, questionnaire SMS, création de SMS type, rapport de transmission avec export possible, éditeur intégré pour la rédaction de scripts personnalisés pour l'envoi de messages. SMS Foxbox est une solution clé en main sur le même principe que la solution Raspi SMS. L'avantage de cette solution est que tout y est déjà configuré. Branchez-y votre carte SIM et c'est parti. La prise en main du logiciel est simple et ergonomique. Cette solution permet facilement de créer des contacts et d'envoyer ou programmer des messages ciblés. C'est la solution que nous avons retenue. Or, depuis la crise de la Covid, nous rencontrons des difficultés dans la prise de contact avec le support technique. À ce jour, nous nous posons encore la question de maintenir cette solution et pourquoi pas reprendre le chantier du Raspi SMS. Donc nous, on a testé les SMS en masse avec l'application Android Message de chez Google. Donc du coup, les avantages, c'est que c'est rapide. On peut communiquer très facilement avec tous nos adhérents. On gagne beaucoup de temps et l'utilisation, en fait, elle est top parce que du coup, on a et via le téléphone et via l'ordinateur. Et donc du coup, à partir du moment où le téléphone reste à proximité de l'ordinateur, c'est super simple d'utilisation. Je commence par envoyer un SMS au groupe d'adhérents que j'ai sélectionné au préalable dans le téléphone. Chaque adhérent reçoit le même SMS et peut, s'il le souhaite, me répondre individuellement pour confirmer la réception par exemple ou pour avoir des informations complémentaires.
faut que le smartphone reste à proximité de votre ordinateur. Vous pouvez constater que les conversations présentes sur le smartphone le sont également ici sur votre écran. Allô Manon, bonjour, c'est Sophie. On se posait la question là pour relancer nos adhérents pour l'invitation à la conférence le mois prochain. Est-ce que tu aurais une idée d'un outil qu'on pourrait utiliser pour les relancer? Salut Sophie! Ah bah oui, on pourra envoyer des SMS, c'est l'occasion de tester la plateforme des centres sociaux. Par contre, on va devoir acheter des SMS sur eSend Pro. C'est à peu près 0,03 centimes le SMS, il faudra prévoir un petit budget. C'est ok pour le budget. Tu peux lancer les SMS pour demain. Bonjour Manon, c'est ok pour les SMS hein? Ils sont partis? Salut Sophie, je dois prévoir un fichier Excel avec tous les numéros des adhérents. Donc on a plus de 1000 numéros, donc là je suis en train de voir avec les agents d'accueil pour créer ce fichier et pouvoir l'importer. Salut Sophie, je t'appelais simplement pour te dire que le SMS est parti. Par contre, il y a une attente de 24 heures avant que l'envoi du SMS soit effectif. Donc j'ai incrusté ton numéro dans la liste d'importation. Tu devrais recevoir le SMS dès demain. Allô Manon, je suis inquiète, j'ai pas reçu ton SMS. Donc je pense que les adhérents n'ont pas reçu non plus le SMS de confirmation de la conférence. Et donc pour terminer, Yves, après cette vidéo, à qui ça pourrait servir cette application SMS? Ça peut servir à beaucoup de monde, à des associations déjà en premier lieu, à qui on travaille déjà, des centres sociaux mais pas que, pour pouvoir faire du rappel d'activité aussi, ou annoncer que l'intervenant de l'activité qui devait avoir lieu auprès des adhérents, faire un texto pour dire désolé, c'est annulé, on a perdu la clé, ou autre problème, mais c'est surtout... ça doit servir à n'importe quelle structure qui désirerait communiquer autrement avec ses usagers, ses adhérents, de façon simple aussi. Donc tout ça dans le futur. Merci Yves. On va passer maintenant au site internet, un autre outil qui a été mis en place dans le cadre de ce projet, avec Eric Bailly, directeur du centre social du CIRA d'Arleux. Bonjour Eric. Bonjour Louise, bonjour à tous. Alors est-ce que tu pourrais nous présenter d'abord ton centre social ? Oui, alors nous, donc le centre culturel intercommunal est porté par un syndicat intercommunal. On intervient sur 15 communes autour d'Arleux. Donc Arleux, c'est au sud de Douai. Et on est sur un bassin de vie rural d'environ 18 000 habitants. Alors en 2018, au début de ce projet, quelle différence vous avez remarqué entre chaque centre, surtout par rapport au site internet ? Alors en 2018, quand on s'est retrouvé autour de la table, en fait, avec les collègues, on s'est rendu compte que tout le monde n'était pas sur le même pied d'égalité. Il y avait des centres qui avaient déjà développé leur propre site internet, d'autres qui étaient en cours de construction, de réflexion. Mais on s'est rendu compte que tout le monde n'était pas au même niveau. Et donc l'idée, c'était de repartir sur quelque chose de dynamique un peu globale et un peu commune à tous. Et pourquoi c'est important pour vous d'avoir un site internet efficace ? Alors pour nous, c'est très important d'avoir un site internet en tant que centre social. Déjà, c'est pour être visible un peu comme tout le monde sur la toile. Et puis, c'était aussi pouvoir disposer d'un outil où on pouvait déjà présenter l'ensemble de nos activités, donc des différents secteurs d'intervention de la structure. Et également aussi de pouvoir passer d'actualité, toutes les actualités qu'on avait, donc pouvoir diffuser ça en direction de nos habitants. Et puis également aussi d'avoir un endroit où on peut stocker tous nos documents, les documents qui servent au centre, donc le règlement de fonctionnement, les fiches d'adhésion, tous ces documents-là qui sont centralisés sur notre site internet. Un site internet c'est bien, mais pourquoi pas une appli ? Alors effectivement, c'était l'idée de départ, c'était de pouvoir se dire d'avoir une application avec, sur laquelle on pouvait retrouver toutes les infos du centre et également aussi pouvoir communiquer de façon interactive avec nos adhérents. Alors au départ, on a beaucoup cafouillé, on a beaucoup réfléchi, on est à la rencontre d'autres structures qui avaient développé aussi des applications. Et puis finalement, on a fait appel à Yannick Pringer, qu'on va voir ensuite dans la vidéo, qui va nous expliquer un petit peu comment on a travaillé. Mais l'idée, c'était de pouvoir avoir une application dans laquelle on allait pouvoir retrouver toutes les
informations de la structure et surtout aussi pouvoir interagir avec nos adhérents et pouvoir leur faire des notifications, un petit peu ce que Yves a présenté juste avant sur les SMS, mais l'idée là c'est de pouvoir l'avoir sous la forme de notifications et du coup je pense que c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Exactement, merci Eric, on vous laisse regarder donc la petite vidéo qu'on vous a préparée sur le thème de ces sites internet. Alors bonjour, je m'appelle Yannick, je suis graphiste, je suis web designer et dans le cadre du projet avec les centres sociaux connectés, l'idée était de fournir un site internet et plus, un vrai outil de communication numérique pour les structures concernées. La première étape, ça a été de mettre en place une arborescence, c'est-à-dire une architecture de site internet pour pouvoir accueillir le contenu utile pour toutes ces structures. Alors, on est parti vers quelque chose qui, dès la page d'accueil, va retrouver des actualités, c'est-à-dire un contenu dynamique. Ensuite, on va retrouver quelque chose qui a trait à la structure en elle-même, sa présentation, ses activités. Et puis ensuite, on aura une série de menus qui auront des infos utiles aux pages de contact et qui nous permettront finalement, dans un site relativement court dans sa forme, d'avoir l'ensemble des contenus utiles pour présenter un centre social. Place à l'étape 2, à savoir la conception visuelle. Chacune des structures, les centres sociaux disposent d'une identité visuelle ou au minimum d'un logo composé de formes, de couleurs, de messages, de sens. De cette identité visuelle, mon travail est de la décliner pour pouvoir l'utiliser et mettre le site entier aux couleurs de la structure. On est vraiment sur un élément à part entière de la communication avec le site internet et donc ça ne doit pas être quelque chose de détaché du reste de sa communication visuelle. À partir de là, une fois ces écrans réalisés, l'écran de la page d'accueil, l'écran de la page de contact, etc., avec l'intégration des premiers contenus texte et des images, on va se rencontrer avec les référents de structure, directeurs, directrices, avec les chargés de communication, et puis pouvoir échanger, discuter, savoir si ces écrans répondent bien à leurs demandes. Une fois la validation, place à l'étape 3. Alors les visuels sont prêts, il est temps de passer à la suite, à savoir concevoir un site internet, c'est-à-dire l'étape de codage. Faire de ces visuels un site internet avec des boutons, avec des menus déroulants, avec des changements de couleur quand on survole une zone. Tout ça nous permet d'aller tout doucement vers la partie finale et la mise en ligne. À partir de là, il y avait une deuxième chose très importante, c'est de livrer un site internet qui soit administrable et donc qui soit pris en main par la structure. Pouvoir continuer à modifier, ajouter, corriger le contenu, texte, images, vidéo. Tout ça, c'est possible. Et une solution de type WordPress a été choisie pour justement cette facilité de prise en main. Encore une fois, il faut que les actualités soient régulières, il faut que le site reste dynamique sur la durée. Cette solution a été choisie et on a été vers une formation avec les structures pour qu'elles puissent s'en emparer et le faire vivre. Place à la mise en ligne. Un site à l'image des structures et proche des habitants, c'est ce qui était souhaité. Et maintenant, rendez-vous sur Internet. Nous, à la MJEP, nous finissons actuellement la création de notre site Internet. Ce qui nous semblait important, c'était de garder notre identité et nos spécificités. Yannick a été très attentif à respecter nos attentes. Le site est donc construit pour nous permettre d'utiliser nos propres photos, notre charte graphique. Un exemple, nous voulions une déclinaison de nos activités par type d'activité et non pas comme le font la plupart de mes collègues par tranche d'âge.
Yannick a bien compris nos attentes et nous a permis de respecter ce choix. Ce site internet permettra à la MJEP d'être au plus proche de ses adhérents en présentant ses actions et ses activités au plus proche de la réalité, avec des mises à jour quotidiennes qui permettront d'être plus réactives et plus interactifs aussi. Écoute Yannick, merci d'être venu au Centre social et culturel. Je te présente l'équipe qui va suivre la formation aujourd'hui. Donc Olivier, Thierry et Hélène qui sont présents ce matin. Ok, merci à toi de m'accueillir Marie. Alors on va ce matin effectivement travailler la formation, c'est-à-dire pouvoir ajouter du contenu sur le site internet, utiliser une partie d'administration dans laquelle on va ajouter texte, images, éventuellement vidéo et liens vers des fichiers ou vers des menus extérieurs. Et puis ensuite constater que tout ça apparaît sur notre site internet pour pouvoir le présenter aux utilisateurs. Alors Hélène, tu en es où avec cet ajout de contenu? Justement, je viens de finir mon article là sur les sessions boîte à outils. Et donc là, j'ai fait modifier et normalement, je l'ai sur le site. Voilà. J'ai mis en fait la petite photo et puis l'article. L'article est présent, super. Voilà, c'est super. Le site est prêt, il n'y a plus qu'à inviter les habitants à venir consulter l'ensemble des informations. Exactement, avec tout mon article et tout ça, donc je suis contente. Super, félicitations. Merci. Avec mon centre social dans ma poche, c'est toutes les informations utiles disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 depuis un PC, un téléphone ou encore une tablette. Aujourd'hui, plus de 4 internautes sur 10 utilisent exclusivement leur mobile pour surfer sur le web. Avec la solution retenue par les centres sociaux connectés ruraux, notre site internet se transforme en application mobile. Disponible pour Android et Apple, toutes les actualités et informations sont directement embarquées dans le smartphone de nos adhérents. L'avantage de cette solution réside sur l'automatisation et la diffusion simultanée. Un véritable gain de temps. Créez un article et diffusez-le sur tous les supports, site internet, application mobile et même page Facebook. L'autre avantage, ce sont les notifications, aussi efficaces que les SMS. Les notifications nous permettent de relancer ou informer nos adhérents et ainsi les renvoyer directement vers l'information ciblée. Par exemple, nous pouvons notifier de l'ouverture des inscriptions en ligne. Pour les personnes peu à l'aise avec le digital, l'application leur permet d'avoir accès à notre contenu en un clic. Fini de naviguer et de chercher sur Internet, le centre social est juste dans votre poche. Portable de famille rurale. Alors bonjour à tous. Nous vous informons que les formulaires d'inscription pour les mercredis loisirs sont en ligne. Merci de penser à l'inscription pour le mois de décembre. L'équipe du centre social famille rurale. Ok, donc on va passer à l'inscription. Après-midi et garderie du soir. Ok, envoyé. Votre préinscription a bien été envoyée. Donc c'est très rapide. Hop. J'ai déjà reçu mon mail qui me dit que la préinscription est bien envoyée. Donc l'inscription en ligne, c'est vraiment très pratique. C'est vrai que quand on travaille tous les deux, c'est difficile de se rendre au siège de l'association avec les horaires que l'on a. En plus, ça n'empêche pas, si on a besoin, de pouvoir contacter les responsables du centre. Ils sont très disponibles, que ce soit par téléphone ou si on se déplace sur place. En plus, à chaque centre aéré, on a la possibilité de rencontrer les animateurs le matin, le soir. Ils sont très disponibles pour discuter ou pour toute question que l'on peut avoir.
Merci encore une fois à tous ceux qui ont contribué à cette vidéo. On va terminer maintenant par parler de l'avenir, comment ça va se passer après avec ces outils pour ces 6 centres sociaux. Donc je reçois maintenant Marie-Aline Perru, directrice du centre social et culturel Édouard Bontigny à Landrecies. Bonjour Marie-Aline. Et Sophie Cambron, directrice de la MJEP d'Isbergues. Bonjour Sophie. Bonjour Louise. Alors d'abord, est-ce que vous pourriez chacune votre tour nous présenter votre centre social, s'il vous plaît? Oui, donc le centre social et culturel Édouard Bontigny a été créé en 1973 et bien qu'il soit implanté à Landrecies, il a pour territoire d'intervention l'ensemble de la communauté de communes du pays de Mormal dans l'Avesnois, soit 53 communes. Et la MJEP d'Isbergues? Alors la MJEP d'Isbergues, Maison de la jeunesse et de l'éducation populaire, implantée à Isbergues sur le département du Pas-de-Calais. On est agréé centre social depuis 4 ans. Alors on va parler donc de l'avenir et après comment vous allez donc vous servir de ces outils et quels sont vos objectifs? D'abord, nous avons un message à faire passer, c'est celui qu'être rural et connecté, c'est possible. Ça nécessite en amont et à coup sûr une montée en compétences des équipes, que ce soit les salariés ou les bénévoles, pour aller vers et accompagner les habitants dans leur propre montée en compétences. Le numérique évolue, la société et les équipes également. À ce titre, nous devons continuer à nous former, et ce dans un seul objectif, à favoriser l'inclusion numérique des habitants de nos territoires. Être rural et connecté, c'est possible. Nous avons tous dans nos équipes recruté des animateurs compétents et soucieux de partager leur passion de l'informatique et du numérique. Merci à eux. Toutes les actions que nous avons présentées reposent en grande partie sur ces postes. Et dans la conjoncture actuelle, face à l'enjeu du numérique, il est donc primordial pour nous de trouver les moyens de pérenniser ces postes. Être rural et connecté, c'est possible. Nous nous sommes donné les moyens, collectivement, d'agir dans un objectif d'inclusion numérique de tous les habitants, en développant nos équipements, en renforçant nos compétences et nos équipes. Nous avons la volonté d'être des relais d'inclusion numérique sur nos territoires, des tiers-lieux de médiation numérique connus et reconnus par les collectivités, les partenaires, les acteurs institutionnels ou associatifs et les habitants. Cela nécessite des moyens humains et financiers qu'il nous faudra réunir pour accomplir ces missions. Être rural et connecté, c'est possible. Et nous en apportons la preuve aujourd'hui. Nous sommes 6 centres sociaux implantés sur 2 départements à 200 km l'un de l'autre. Et notre collaboration est incontestablement efficace. Elle nous a tous fait progresser. On dit que seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Mais nous sommes allés aussi plus vite chacun sur nos centres. Ce qui nous a rapprochés, ce sont nos contraintes et difficultés communes liées à la ruralité et à un travail réalisé sur plusieurs communes. Et aussi ce besoin de faire ensemble, dans un esprit de coordination, de coopération pour s'enrichir, partager nos expériences et porter une parole plus forte. Cette dynamique, nous souhaitons la faire perdurer pour pouvoir aussi la partager avec d'autres centres sociaux et espaces de vie sociale qui connaissent les mêmes contraintes, les mêmes profils, quel que soit leur lieu d'implantation. Et encore aussi avec d'autres structures de proximité avec lesquelles nous travaillons au quotidien, les associations, les collectivités, etc. Merci beaucoup, mesdames. Je crois qu'on a trouvé le slogan pour ce live. Être rural et connecté, c'est possible. C'est possible. Alors, on va terminer tout doucement avec d'abord une intervention d'un des présidents des centres sociaux ici présents. Nous allons donc regarder cette intervention en vidéo de Christian Ferron, président du centre social Famille Rurale de Wallincourt-Selvigny. Bonjour, Christophe Ferron, président du centre social Famille Rurale de Wallincourt-Selvigny. Notre centre social intervient sur 6 communes dans une zone géographique du Cambrésis. Sur les 6 communes, nous rassemblons à peu près plus de 6000 habitants. La dématérialisation de nombreux services de droit commun n'est pas sans conséquence pour les publics vivant en ruralité. Au sein de nos communes rurales, le numérique devient le seul outil permettant l'accès aux administrations de droit commun. C'est pourquoi il faut continuer à développer l'accès au numérique. Cela permet de lutter contre les différentes problématiques que rencontrent nos habitants au quotidien. La mobilité, la recherche d'emploi,
la formation professionnelle, la santé et bien d'autres. Le numérique, grâce aux outils partagés, permet aussi d'améliorer la qualité des services rendus aux bénéficiaires pour nos professionnels. Pour continuer à pouvoir soutenir, aider et former nos habitants sur l'utilisation du numérique, les centres sociaux doivent vraiment continuer à obtenir des moyens financiers et des moyens. Alors il en fallait bien, un petit problème technique. Sur Zoom, apparemment, vous n'avez pas le son sur la vidéo, donc on va la relancer. C'est bon maintenant. Donc je rappelle une intervention de Christophe Ferron, président du Centre social famille rurale de Walincourt-Selvigny. Bonjour, Christophe Ferron, président du Centre social famille rurale de Walincourt-Selvigny. Notre centre social intervient sur 6 communes dans une zone géographique du Cambrésis. Sur les 6 communes, nous rassemblons à peu près plus de 6000 habitants. La dématérialisation de nombreux services de droit commun n'est pas sans conséquence pour les publics vivant en ruralité. Au sein de nos communes rurales, le numérique devient le seul outil permettant l'accès aux administrations de droit commun. C'est pourquoi il faut continuer à développer l'accès au numérique. Cela permet de lutter contre les différentes problématiques que rencontrent nos habitants au quotidien. La mobilité, la recherche d'emploi, la formation professionnelle, la santé et bien d'autres. Le numérique, grâce aux outils partagés, permet aussi d'améliorer la qualité des services rendus aux bénéficiaires pour nos professionnels. Pour continuer à pouvoir soutenir, aider et former nos habitants sur l'utilisation du numérique, les centres sociaux doivent vraiment continuer à obtenir des moyens financiers et des moyens humains. Merci à Christophe Ferron. On va donc passer maintenant aux échanges. Alors avant de passer aux échanges avec les questions que vous avez posées sur Facebook et sur Zoom, 3 partenaires qui vont prendre la parole. Je peux d'ailleurs les citer, comme ça ils vont pouvoir un petit peu se préparer. Thierry Coulon, Étienne Lotte de la MSA et Olivier Charrier. Bonjour Monsieur Coulon. Bonjour, ça va? Très bien, et vous? Merci. Très bien. Alors, vous êtes le délégué général de la Fédération des centres sociaux du Nord-Pas-de-Calais. D'abord, est-ce que vous avez un petit retour à nous faire? Qu'est-ce que vous avez pensé de ce live? Est-ce qu'il était rural et connecté? Ah ben, il est hyper connecté et hyper rural. Et en tout cas, bravo, le rendu est super d'ici. Voilà. Déjà, sur le fond, bravo. Et ça prouve que vous avez été très rapidement connecté et efficace et félicitations à tous, aussi bien sur la forme que sur le fond. Super. Je vous suis en même temps également sur le Facebook Live. Ça passe super bien également. Très bien. Merci à vous. Alors, une petite question. En quoi, pour vous, les centres sociaux sont un atout dans la transition numérique, que ce soit au niveau rural ou hors ruralité? Ben, en tout cas, l'intuition, plus que l'intuition qu'on a eue, la réalité auquel on est confronté sur nos territoires, hein, cette fameuse transition numérique qui explose, qui fracture, qui provoque des fractures sociales et territoriales. Quand on a commencé à réfléchir à sociaux connectés, c'était cette réalité forte qui percutait nos territoires et qui donc percutait les centres sociaux dans la relation aux habitants, dans le rapport au territoire, et bien évidemment qui allait et qui devait percuter les pratiques des salariés et des bénévoles dans la pratique professionnelle et dans le fonctionnement même du centre social. Donc les centres sociaux avaient toute leur place à prendre dans centres sociaux connectés, c'était faire reconnaître, et reconnaître d'ailleurs nous-mêmes, parce que c'était pas gagné non plus à l'interne du réseau, qu'on était des ou les tiers-lieux numériques de proximité. Merci beaucoup, Monsieur Coulon. Je propose maintenant de donner la parole à Étienne Lotte, administrateur de la MSA Nord-Pas-de-Calais. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour, Monsieur Lotte. Oui, donc Étienne Lotte, administrateur à la MSA du Nord-Pas-de-Calais, et puis je suis administrateur aussi dans les centres sociaux de la JR et de l'AFR de Walincourt. Voilà, donc je connais bien les projets, les actions. Alors la MSA, en fait, c'est vrai qu'à dans son souci en fait de politique d'action sanitaire et sociale, elle souhaite en fait s'appuyer sur de nombreux partenariats dont les centres sociaux font évidemment partie. Le point important pour la MSA, c'est que les centres sociaux sont des points d'ancrage
important sur les territoires ruraux, puisque le but, c'est d'aller ce qu'on appelle le dernier kilomètre, d'assurer un peu le service de proximité. Et pour moi, les centres sociaux font partie de ces partenaires incontournables de la MSA pour pouvoir mener à bien les actions. Alors, c'est vrai qu'il y a un appui financier de la MSA pour ces centres sociaux. La MSA n'a pas forcément les moyens que peut avoir la CAF, puisque les moyens attribués. Par contre, il y a aussi un apport humain avec les travailleurs sociaux, dont Émilie Delay fait partie ici aujourd'hui de cette vidéoconférence, que je remercie d'ailleurs pour ses actions. Et puis également aussi les actions des élus, puisque la MSA est constituée d'élus sur le terrain. D'ailleurs, on a des projets avec Monsieur Nives pour justement faire un peu du dialogue sur les territoires ruraux avec les élus. Alors l'inclusion numérique, elle représente un défi important, même majeur pour la MSA, à la fois pour sa mission de service public et puis pour les accès aux droits. Alors, l'utilisation des nouvelles technologies liées au numérique, elle peut, si elle est accessible et maîtrisée, être source de fractures. Si elle n'est pas accessible et maîtrisée, elle peut être source de fractures, d'exclusion et de rupture de cet accès aux droits. Par contre, si elle est bien utilisée, et c'est ce que vous avez fait en montant tous ces projets, elle permet en fait de répondre à diverses problématiques telles que la mobilité, le retour à l'emploi, l'isolement. Et puis, cette possibilité de travailler en visio, justement, elle nous a permis, pendant ce confinement, de voir que, on a continué à vivre socialement et continué à partager. Et sans ce numérique, qu'aurait été le confinement ? Tu peux couper le son. Qu'aurait été le confinement sans la présence de ce numérique et de toutes ces technologies ? C'est la question qu'on pourrait se poser. Voilà, donc elle a... alors, il va falloir faire attention, je pense qu'il y a quelqu'un qui est présent là de la région, sur justement essayer de réduire toutes les zones blanches, parce qu'il y a encore des zones blanches, notamment en zone rurale. Vous avez des zones où il y a même pas encore j'entendais qu'il y avait même pas encore l'accès au téléphone. Donc c'est vrai que on voit bien de toute façon avec ce confinement que le numérique va être de plus en plus important et qu'il va falloir accentuer pour faire disparaître toutes ces zones blanches. Voilà, l'inclusion numérique, donc c'est un défi essentiel pour la MSA du Nord-Pas-de-Calais. Elle a souhaité vous accompagner dans la mise en œuvre d'actions, de projets répondant à une volonté d'inclusion numérique pour tous. Donc l'appel à candidature a été rappelé tout à l'heure, il a été lancé donc en 2017 et 2018. Vous avez, les centres sociaux, su répondre à cet appel à projet qui avait comme objectif de faciliter l'accès au numérique, de former à l'usage du numérique, de favoriser une proximité avec les habitants des territoires ruraux et de rompre l'isolement par le biais de l'animation du milieu rural. Voilà, j'ai vu avec toute cette belle présentation que vous avez pu faire une adaptation de chaque centre social dans ces conditions difficiles. Vous avez su faire preuve de projets innovants et particulièrement adaptés au contexte actuel. Et pour ça, je tiens à vous en remercier au nom de la MSA. Je tiens à saluer cette belle réussite et puis je souhaite en fait que ce partenariat puisse se poursuivre. Il se poursuivra, je pense. J'essaye d'appuyer au mieux lors des conseils d'administration. Parce que c'est vrai que les centres sociaux, pour tout dire, sont assez mal connus de la part de mes collègues administrateurs. Il faut les faire découvrir, savoir que un centre social, voilà, toutes les actions que vous pouvez mener. J'essaye de faire ce lien avec le conseil d'administration de la MSA pour orienter notre action sanitaire et sociale en votre faveur. Je souhaite personnellement que le partenariat puisse se développer et j'appuie dans ce sens. Voilà, si je retiens un message, donc grâce à vous, être rural et connecté, c'est possible, on l'a répété. Voilà, vous l'avez bien démontré, il est passé. Et puis pour tout ça, je vous remercie et puis bonne continuation à tous et à toutes. Merci. Merci à vous, Monsieur Lode. On va maintenant recevoir sur Zoom Monsieur Charrier, Olivier Charrier,
responsable de projet mission transition numérique à la région Hauts-de-France. Bonjour Monsieur Charrier. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, ça m'a l'air d'aller, très bien. Bon, parfait. Bah, d'abord, vous avez une réponse notamment à ce que disait Monsieur Lotte par rapport aux zones blanches? Oui. D'abord, je voudrais vous remercier pour cette initiative. Comme d'habitude, les centres sociaux connectés que je suis depuis un petit moment font preuve de créativité et d'innovation dans les rendus de leurs travaux. Et ça, c'est quand même très, très rassurant pour nous, en tout cas, qui sommes financeurs depuis le début de toute cette démarche. Alors, quand je dis que nous, financeurs, je simplifie un peu parce que vous êtes ce projet en particulier est financé par la région, mais les autres seront financés par l'Union européenne, qui est gérée, enfin les fonds de l'Union européenne qui sont gérés par la région. Je ne voudrais pas trop mélanger les deux, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la région s'est quand même fortement impliquée aux côtés de la fédération et des différents centres sociaux pour mettre en œuvre cette dynamique qui ne cesse de nous impressionner, on va dire, à la fois dans tout ce qui a été fait, mais aussi dans la capacité qu'ont eu les centres sociaux de se réinventer autour de cette dynamique. Et ça, c'est quand même vraiment excessivement notable. Alors, vous avez posé deux questions auxquelles je peux essayer de répondre. La première, c'était la question de la couverture, notamment en téléphonie mobile. Alors, on a à la fois des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est qu'on est une région très plate et qu'il y a finalement assez peu de zones blanches de téléphonie mobile, même s'il y en a encore quelques-unes, mais par rapport aux autres régions, vraiment, on en a relativement peu. L'inconvénient, c'est que du coup, on n'est pas forcément toujours prioritaire de la part des opérateurs pour qu'on soit couvert, puisque ça, c'est une dynamique qui n'est pas à la main, j'allais dire, des collectivités, mais plutôt des opérateurs. Donc, on peut espérer que dans un avenir relativement proche, il y ait une accélération, en tout cas, de couverture des zones blanches, puisque nous, on a fait un diagnostic via une application, je vous passe les détails, qui montre bien les zones où il n'y a pas de couverture. Et donc, on a remonté auprès de l'État et donc on espère que l'État va pouvoir aussi mettre la main à la pâte et au panier au niveau du paiement de ce genre de déploiement. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en matière de très haut débit, en revanche, qui est là géré directement par la région et les départements, on est le deuxième territoire, deuxième région la plus couverte après l'Île-de-France. Donc, et avec un déploiement au niveau des Hauts-de-France qui va se terminer en 2023 et au niveau de l'ex-Nord-Pas-de-Calais en 2021. Donc, on est quand même sur des dynamiques absolument colossales qui coûtent plus d'1 milliard. Même 1,5 milliard pour tout vous dire. Donc, c'est quand même des gros investissements et un gros effort qui a été fait par la région. Deuxième question, j'espère que j'ai répondu à votre première question. Deuxième question que vous évoquiez, c'était sur l'avenir. Comme vous le savez, pour nous, ça a été un sujet un petit peu neuf. D'ailleurs, merci à la fédération d'avoir essuyé les plâtres, si on peut dire, sur ce sujet, puisqu'on avait assez peu travaillé sur l'inclusion numérique ici en région, puisque comme vous le savez, la région n'est pas en charge du social. Et donc, c'était un sujet qu'on avait un peu délaissé, qui est évidemment très fortement monté à l'agenda pendant ces quelques années là, depuis qu'on a lancé les choses en 2014, et donc qui s'est imposé, j'allais dire, de lui-même. Beaucoup aussi grâce aux différents acteurs qui se sont impliqués sur ces sujets et qui ont démontré à quel point il y avait des choses à faire, qu'il y avait des besoins et que les choses pouvaient être bien faites. Et du coup, ça a bien sûr conforté l'envie d'aller s'investir sur ces sujets. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur l'avenir dans toutes les incertitudes qu'on peut avoir en ce moment, parce que c'est pas très très simple de s'y retrouver dans un contexte de crise sanitaire, puisqu'il y a un certain nombre de décisions politiques qui ont été un petit peu reportées, s'inédiées, enfin voilà. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, il y aura des opportunités financières qui se retrouveront aussi dans le prochain programme opérationnel du FEDER, qui devrait être validé dans le courant de l'année 2021. On n'a malheureusement pas forcément les calendriers précis, mais en tout cas, il y aura encore des possibilités de ce côté-là.
j'ai vu que Anne Duchemin, qui travaille à la DRJSS, avait mis un petit mot sur les assembleurs. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on s'est aussi doté d'un relais qui est en charge de la coordination du sujet de l'inclusion numérique en région à travers les assembleurs. On a un certain nombre d'autres outils comme les passes numériques qui sont en train de se déployer aussi dans la région. Il y a d'autres acteurs, Emmaüs Connect ou l'APF, l'Association des Paralysés de France, qui ont développé des gros dossiers en matière d'inclusion. Bref, l'inclusion numérique et le sujet du numérique pour les populations les plus fragiles se développe de façon exponentielle en région, et c'est tant mieux, puisque maintenant j'ai 2 collègues qui travaillent sur le sujet ici à la mission, et comme on n'est pas très nombreux, 2 collègues, c'est pas neutre. Donc voilà, donc il y aura encore des possibilités. Évidemment, on est assez peu capable de vous donner dans le détail ce qui sera possible de faire, puisque encore une fois, il y a rien de signé, tout est dans les tuyaux, mais rien n'est validé. En parallèle, vous avez dû suivre aussi ce que dans le cadre du plan de relance, l'État avait mis sur la table ce qu'il appelle des conseillers numériques, avec un site conseillernumérique.fr, .gouv.fr, où on peut déposer des candidatures pour les collectivités. Donc voilà, donc tout ça est en train de se mettre en place, et j'allais dire évolue en temps réel. C'est pas toujours très simple de s'y repérer, mais quoi qu'il en soit, c'est un sujet qui est vraiment aujourd'hui à l'agenda de, j'allais dire, toutes les collectivités et tous les services publics, et qui commence à être appréhendé, j'allais dire, de la bonne façon. C'est-à-dire que l'inclusion numérique, c'est pas que des lieux où on fait venir les gens pour être formés. L'inclusion numérique, ça doit être à tous les niveaux, ça doit être de tous les partenaires, tous les acteurs de la vie quotidienne qui doivent travailler à accompagner les gens qui, quelle que soit leur catégorie sociale d'ailleurs, et quel que soit leur âge, ont des difficultés avec toute cette digitalisation qui nous tombe dessus un petit peu de partout, et qu'on a du mal à suivre, parce que tout simplement, notre cerveau est pas aussi facile à coder qu'une puce, et donc ça prend un petit peu de temps, cet apprentissage, y compris pour ceux qui ont déjà l'habitude de travailler sur ces sujets, donc et d'être impliqués dans la vie, on va dire, numérique. C'est pas toujours très simple, donc n'ayez de crainte. Je suis tout à fait optimiste sur le futur de la dynamique des centres sociaux connectés. Sa forme, on a encore un peu d'incertitude, mais en tout cas, je le dis assez régulièrement, et Thierry peut m'en être témoin, Thierry Coulon, quand il y a un bon projet, on trouve toujours les financements. Merci beaucoup, Monsieur Charrier. Alors, on va maintenant terminer par un dernier échange. Surtout, on va répondre à vos questions. D'abord à vos questions qui ont été posées en commentaire, que ce soit sur Zoom ou sur Facebook. Et puis n'hésitez pas également, si vous souhaitez prendre la parole sur Zoom ou nous poser des questions en commentaire, on y répondra également. Alors, on va commencer par la question de Monsieur Charrier, c'est ça, qu'on vient d'avoir à l'instant d'ailleurs sur Zoom. Donc je vous le rappelle, Monsieur Charrier, qui est responsable de projet Mission Transition Numérique à la région Hauts-de-France, il nous demande, Eric, quel a été l'impact de la crise sanitaire sur votre projet et sur les publics que vous accompagnez? Alors, l'impact, il a été quand même pluriel. Je pense qu'on s'y attendait pas du tout, et du coup, ça nous a un petit peu bousculé dans nos pratiques. Par rapport au projet, alors effectivement, il y a pu y avoir un peu un retard. Je prends par exemple l'exemple de notre structure où effectivement le recrutement d'animateurs numériques a été un petit peu différé, donc il était prévu pour le mois de mars, bing, confinement, donc ça a un peu retardé les choses et on a pu recruter que plutôt sur la deuxième partie de l'année. Maintenant, l'impact il a quand même été plutôt positif. Ça nous a aussi, ça a permis surtout aux habitants de montrer concrètement l'utilisation du numérique pour des habitants qui n'y étaient pas du tout pas forcément favorables ou qui avaient un peu de crainte, etc. On leur a montré que finalement utiliser le numérique, alors certes, ça demandait un petit temps
Ça a demandé un petit temps d'adaptation. Maintenant, ils ont vu concrètement les impacts positifs, l'utilisation des visios. Nous, ça nous a permis aussi d'aller vers. Donc, les équipes se sont déplacées vers les habitants, vers les adhérents des structures pour les aider à distance, donc pour mettre en place par exemple les visioconférences ou même parfois les équiper d'un ordinateur. Les aider à prendre en main aussi tous ces nouveaux outils. C'est vrai que nous aussi au niveau des équipes, ça a eu un impact parce qu'effectivement de la même façon, toutes les équipes n'étaient pas forcément logées à la même enseigne. Certains avaient déjà sauté le pas du numérique, d'autres étaient peut-être un petit peu plus réfractaires ou timides, ne savaient pas trop comment utiliser ces outils. Là, c'est vrai qu'on a été un petit peu confronté à cette réalité. Il a fallu qu'on se forme à vitesse grand V. Et donc du coup, on a pu utiliser tous ces outils collaboratifs, tous ces visioconférences, tous ces logiciels. Donc il a fallu s'adapter. Un coup on est sur Zoom, un coup on est sur Teams, un coup on est sur Jitsi. Voilà, on a testé vraiment quantité d'outils de visio. Donc ça, effectivement, ça nous a permis aussi de voir un peu quels étaient les outils les plus performants, les limites des autres, etc. Donc voilà, donc c'est vrai que le numérique, cette crise sanitaire, effectivement, je pense que ça a mis en avant toute l'utilité du numérique. Ça nous a aussi confrontés à la réalité de terrain, au fait que tout le monde n'était pas forcément équipé, tout le monde, on parlait des zones blanches tout à l'heure, tout le monde n'avait pas forcément une très bonne connexion. Et du coup, ça nous conforte dans notre projet, dans notre envie de continuer, d'aller à la rencontre des habitants, de les aider, de les former, de continuer à former nos équipes également, et de travailler aussi en partenariat avec tous les partenaires institutionnels et autres. Voilà. Merci Eric. On passe à une autre question qui nous a été posée par Laura Groussel. Quand vous n'avez pas d'animateur numérique, qui s'occupe de la page Facebook ou du site internet? Donc c'est Marie-Aline qui va répondre à cette question. Donc je répète, quand vous n'avez pas d'animateur numérique, qui s'occupe de la page Facebook ou du site internet? Ou Yves peut répondre aussi. On va répondre à deux voix. Allez-y. Voilà. Peut-être Marie-Aline en premier. D'accord. Et en fait, dans nos structures à l'heure actuelle, on a tous au moins un animateur numérique. Nous, au centre social de Landrecy, pardon. Oui, cadrage caméra. Nous, au centre social de Landrecy, par exemple, on n'a pas de chargé de communication. Ce qui rend un peu plus complexe, en tout cas, à un moment, le rassemblement d'informations pour diffusion sur le site. Cependant, nos responsables de service ont été formés, on l'a vu, par Yannick pour le site internet, et la page Facebook est gérée par un des responsables de service qui a cette mission. Ensuite, d'autres centres sociaux ont fait le choix, il y a déjà 2 ans, progressivement d'augmenter la voilure en embauchant un animateur numérique. Puis ensuite, dans la réflexion qu'on a eue l'année dernière sur la place de la communication, comment on peut mieux communiquer, de passer sur une chargée de communication, parce que c'est un métier en même temps, et que si on veut répondre rapidement aux différentes questions qui arrivent sur les réseaux sociaux, si on veut alimenter le site internet, il faut pouvoir aussi produire des éléments. Et ça, un animateur qui est financé dans le métier qui a du terrain, qui face à face publique, il n'y a pas forcément le temps de le faire. Donc, avec cette chargée de com, qui maintenant est chargée d'innovation numérique, dans le cadre du projet de région notamment, je parle de Hélène par exemple, qui travaille sur l'AFR et sur la JR, ça permet d'aller au plus près des équipes pour pouvoir aller chercher l'information et ensuite de la rediffuser sous forme d'articles dans nos pages Facebook, sur la page Instagram ou sur le site internet. Enfin, c'est un choix qui a été fait dans les conseils d'administration. Et en fait, on s'aperçoit maintenant que si on demandait aux collègues salariés de revenir en arrière, tous nous disent non. C'est une vraie plus-value pour nous dans l'équipe d'avoir quelqu'un qui permet de communiquer avec le public, mais aussi, chose qu'on n'avait pas mesurée au départ, en interne avec les salariés. Ça crée aussi une autre forme de relation, notre façon de percevoir la relation de communication dans l'association. Voilà. Merci à vous deux. Autre question qui nous a été posée, on nous demande, en plus des inscriptions en ligne, avez-vous pu tester les paiements en ligne, suivre en temps réel les plages horaires disponibles, est-ce possible? Et l'avez-vous testé? Alors on va déjà commencer par parler des paiements en ligne avec Hélène. Donc est-ce que tu pourrais répondre à cette question?
Alors, au mois de mars, on a notre site internet pour famille rurale qui est sorti, qui était en ligne. Et donc, on a été en phase de confinement à partir du 16. Donc de là, s'est posé la question avec Yannick pour pouvoir faire les inscriptions en ligne. Et donc nous avons su développer en 2 mois, ça a été un gros travail qui a été fait par la chargée de communication et en lien avec Yannick qui nous avait créé notre site internet pour pouvoir mettre ça en place pour la période estivale. On n'a pas pu mettre en place les inscriptions en ligne parce qu'on a vraiment travaillé sur les inscriptions et non les paiements. Maintenant, les inscriptions en ligne ont été une réelle plus-value pour la structure. Voilà, dans cette situation de crise sanitaire, ça a évité aussi les brassages et les va-et-vient. Par contre, on a de ce fait lancé tout ce qui était inscription en fonction des pôles, enfance ou jeunesse. Et les inscriptions arrivent sur la boîte mail du responsable de secteur. Et tous les matins, il peut gérer en fonction des places disponibles et les flux des inscriptions. Donc concernant les plages horaires, est-ce que c'est disponible Voilà, donc les parents cochent s'ils souhaitent que leur enfant soit vient le matin entre telle tranche horaire. En fonction du quotient familial, on demande le numéro d'allocataire et le quotient familial, l'adresse mail. Il y a une préinscription qui est envoyée sur le mail du responsable de secteur. On étudie la situation et on renvoie par mail la facture ainsi que les papiers. Et on peut remplir également sa fiche sanitaire en ligne. Merci beaucoup Hélène. Vous allez pouvoir aussi poser des questions en live sur Zoom. On va allumer les micros, mais avant ça, on passe juste à une dernière question qui nous a été posée à l'écrit. Quel l'impact de la page Facebook dédiée à la jeunesse sur les parents a-t-elle permis de développer l'implication des parents? Donc Yves va répondre à cette question et ensuite n'hésitez pas à poser des questions sur Zoom. Donc on parlait de l'impact de la page Facebook dédiée à la jeunesse sur les parents. Alors, en fait, les parents consultent facilement la page, mais n'interagissent pas directement sur la page. C'est quand on les voit sur le lieu d'activité ou lors des échanges téléphoniques, puisqu'on continue à faire les échanges téléphoniques de l'animateur jeunesse ou de la référente jeunesse vers les parents pour pouvoir prendre le pouls aussi, puisque là actuellement on ne peut pas les voir comme on veut. Ça permet de pouvoir revenir dessus. Mais les parents ne communiquent pas directement sur la page Facebook sur ce qu'on peut postuler. Il y a des likes, il y a des j'aime. Il n'y a pas de questions complémentaires, en tout cas pour ce qui est de la page de l'AJR. Alors, nous, il peut y en avoir plutôt en privé, en messenger privé et aussi via les SMS quand on envoie les différents plannings. Là, on a vu aussi que par rapport aux inscriptions en ligne sur le secteur jeunesse du mois de la Toussaint, les vacances des 15 jours de Toussaint, c'est quelque chose qui a bien fonctionné et du coup, derrière, ils ont été aussi s'inscrire sur la page Facebook jeunesse. Maintenant, c'est vrai qu'il y a plutôt des échanges via soit SMS ou direct. Merci à vous deux. Est-ce que vous avez d'autres questions à nous poser en live ou à l'écrit dans le chat sur Zoom par exemple ou en commentaire sur Facebook avant de conclure ce live? Faites-moi signe en coulisses si vous voyez des questions. Ou alors on va allumer les micros. N'hésitez pas à allumer votre micro sur Zoom pour nous poser une question en vous présentant. Normalement c'est allumé maintenant. Là c'est allumé, donc vous pouvez parler si vous le souhaitez, nous poser une question. En vous présentant avant, est-ce qu'il y a quelqu'un? Je ne vois pas mais j'entends. Est-ce que quelqu'un lève la main? Bon, je crois que... Et quelqu'un, oui, n'hésitez pas à lever la main sur Zoom si vous souhaitez poser une question. Et ensuite, on vous donnera la parole. Non? Non? Bon. Alors, on va clôturer cette émission. Mais avant de clôturer, cette émission n'a pas pu avoir lieu, n'aurait pas pu avoir lieu sans toute une équipe qui a travaillé dessus. Puisque c'est vrai que cette retranscription de nos travaux devait avoir lieu au mois de mai en présentiel, puis au mois de novembre en présentiel. Et on a dû donc changer le fusil d'épaule et travailler sur une restitution numérique qui était un nouveau challenge dans le cadre du projet, puisque jusqu'il y a un mois, peu de structures, quasiment aucune, n'avaient travaillé la vidéo, les webinaires. Donc on a mis un mois où toutes les équipes des 6 centres sociaux
plus l'appui de Stanko Grujic de la Fédération des centres sociaux, qui nous était un grand appui aussi, ont travaillé sur des visios, puisqu'on ne pouvait pas être en présentiel, donc régulières, pour mettre en place ce webinaire. Donc je vais inviter les gens de l'ombre, puisqu'au final, on est 6 directeurs qui ont pris la parole. Un grand merci à Louise, aussi de Banquise FM à Isberg, d'avoir joué le rôle de la journaliste. Oui, Banquise qui est une section de la MJEP, Centre Social à Isberg. Voilà. Merci. Voilà. Et donc, on va inviter les collègues qui ont participé à l'ensemble de cette émission. Donc, en premier lieu, peut-être ceux qui étaient derrière les caméras, le son, les flux Internet, et les filles, parce que ce sont des filles principalement aussi, qui étaient, elles, plutôt dans le chat et la gestion des connexions et des suivis des messages sur Facebook et sur Zoom. Donc, allez-y, puisque en fait, maintenant, c'est à vous. Voilà, venez, on va essayer de passer en tout cas les filles en premier. Donc, voilà, et on va vous présenter. Hop, je vous laisse de la place, allez-y. Voilà. J'espère qu'on voit tous dans la caméra. Alors, déjà, en fait, les filles qui étaient dans la salle de conférence, on va l'appeler comme ça, qui géraient les commentaires et les messages sur Facebook et sur Zoom. Donc, de droite à gauche. Voilà. Donc, je vous laisse juste nom, prénom, la structure et votre poste. Alors, Hélène Aurelbeck, chargée de communication et innovation numérique à la JR et à Walincourt-Salvini, famille rurale. Manon Briard, chargée de communication à la MJEP d'Isberg. Cindy Trumeau, médiatrice sociale au Centre social famille rurale de Walincourt. Pauline Gressier, animatrice numérique au Centre socio-culturel intercommunal du Quelier. Merci les filles, puisque en fait c'est aussi grâce à vous que c'était une réussite. On avait jusqu'à 10h moins le quart, on avait un peu la pression, voilà, ça s'est plutôt bien passé. Donc merci à vous pour votre travail depuis déjà un bon moment, mais surtout là depuis un mois où le rythme s'est beaucoup accéléré. On va faire la place aux garçons, au final. Ce sont principalement les garçons. Ceux qui étaient derrière l'écran également. Voilà, et il y a Sébastien aussi, qui est derrière, qui ne veut pas venir. Yannick, il est là encore ou pas? Oui. Voilà. Il y en a qui se cachent. Allez-y. Voilà. Alors, donc, les garçons qui étaient à la technique directe, avec Sébastien qui nous rejoint. Donc, nom, prénom, et puis ce que vous faites. Hein. Blas Thomas, du coup, je suis animateur numérique au Centre social AGR. Tristan Leroy, animateur numérique à la MJEP d'Isberg. Julien Pilinski, animateur numérique au Centre socioculturel de l'Ostoval-Insensé. Et Sébastien Tournant, moi je suis bénévole à la JR. Je pense qu'on n'a pas entendu. Tu peux pas les faire. Sébastien Tournant, bénévole à la JR. Voilà, merci. Et Yannick. Voilà. Voilà. On va finir. Alors, Yannick, vous l'avez vu sur la vidéo de présentation du site internet, mais il a été beaucoup plus loin que la prestation parce que depuis le départ, il est là, il nous accompagne, il nous conseille dans nos échanges et puis dans la réalisation. Donc, Yannick. Yannick, graphiste, et puis merci à vous pour ce beau projet. Voilà, donc sachant que l'idée ensuite, c'est de écrire des prototypes de façon à ce que si vous voulez les réutiliser, vous preniez contact avec un des centres sociaux et qu'on puisse vous transmettre le prototype qu'on a travaillé. Et pour le site internet, on pourra vous répondre. Et si on n'a pas de réponse, Yannick pourra faire l'interface avec nous. Voilà, hein. L'idée c'est de essaimer ensuite. On ne va pas garder ça pour nous, hein, c'est de vous faire profiter de nos expériences. Il y a des choses qui sont encore en chantier, tout n'est pas encore finalisé. Mais on espère qu'avec le projet et le soutien de la région qu'on a engagé cette année, qu'on puisse d'ici le mois de juin fournir des prototypes finalisés qui soient exploitables facilement par les assos, les structures qui désiraient les utiliser. Voilà. Merci à vous. On peut conclure aussi en remerciant les partenaires qui étaient présents également sur Zoom, comme la Fédération des centres sociaux du Nord-Pas-de-Calais, également la MSA du Nord-Pas-de-Calais, la région Hauts-de-France. Merci à vous aussi de nous avoir suivis sur Facebook. Pas d'autres questions, on peut conclure? Ok. Merci à vous. Bon, merci à tout le monde. En tout cas, de nous avoir suivis. Vous étiez nombreux, vous étiez plus de 120 sur les deux plateformes. Donc ça nous fait un grand plaisir qu'il y ait autant de monde qui ait participé. À bientôt.